Alors, je vais vous présenter brièvement qui je suis. Donc, moi, je suis Laura Gillet, dirigeante associée dans un organisme de formation sur de la conduite du changement au travers deux axes, le management et la qualité relationnelle. Je donne également aussi des cours. Je suis intervenante dans des universités et effectivement notamment à l'IAE en management et en management du changement. Pour vous expliquer brièvement le cabinet de formation, on utilise deux approches sur l'intégralité de nos thématiques. L'approche systémique, c'est comment voir un petit peu la complexité des organisations au travers l'ensemble des interactions qui se passent. Et technique de neurosciences, alors c'est un grand mot pour dire finalement pas grand-chose. Si c'est très complexe, c'est de comprendre un petit peu l'utilisation de notre cerveau et de se faire le cerveau de l'autre. J'ai tendance à dire qu'on a des difficultés déjà à se comprendre soi, donc comprendre l'autre, c'est pas du tout évident. Voilà, alors sur la photo, vous pouvez voir mes deux autres associés, donc Didier Arnoux, qui est un ancien dirigeant de chez Castorama, Keolis, et puis Rémi Serpeau, qui nous a rejoint il y a 2 ans, 3 ans, et donc nous apportons une solution un peu différente au milieu des organisations. Alors, je vous explique un petit peu ce que nous allons faire aujourd'hui. On va voir deux choses. Nous allons travailler sur le collectif et je vais vous expliquer un petit peu les enjeux du collectif puisque nous n'avons pas l'habitude d'interagir de la même manière, que ce soit en individuel ou en collectif. On ne prend pas forcément non plus la même place. Donc, c'est tous ces enjeux-là que nous allons pouvoir un petit peu décrypter. Et ensuite, c'est comment moi, je vais pouvoir, lors d'une conduite de réunion, développer mes techniques de répartie en fonction des profils qui vont se jouer dans nos réunions. Et vous allez le voir, nous allons aussi nous reconnaître et nous allons aussi reconnaître certains des parties prenantes de nos réunions. Alors, pour vous expliquer brièvement et rentrer dans le détail par la suite, le cerveau se constitue avec 4 gouvernances. 4 gouvernances, l'instinctif, c'est la première qui est à la main. L'instinctif, c'est nos réactions face au stress. Je vais l'expliquer très brièvement. Lorsque nous sommes en difficulté, c'est cette première gouvernance qui est à la main. Par exemple, j'ai 3 techniques différentes pour pouvoir affronter une difficulté. Soit je fuis, soit je suis dans la lutte, soit je suis dans l'inhibition, c'est-à-dire l'immobilisme le plus total. Ça, c'est la première gouvernance qui est à la main. Bon, on a appris à vivre en groupe, en meute, puisque nous sommes des mammifères plutôt bien connectés, mais nous restons des mammifères. Nous travaillons aussi en collectif. Et là, c'est là-dedans que nous allons rentrer, dans cette gouvernance-là, c'est de comprendre un petit peu la place que nous occupons dans un groupe. Et vous allez le voir, la place peut changer en fonction de différents paramètres. Troisième gouvernance, c'est l'émotionnel. Alors là, c'est la gouvernance la plus complexe. On aura peut-être l'occasion d'en discuter lors d'un prochain meet-up. L'émotionnel, c'est lié à notre éducation, à nos valeurs, à nos croyances. Et forcément, de ce fait, comme nous sommes tous très différents, il y a aussi l'émotionnel qui va jouer. Et dernière gouvernance, c'est l'adaptative. Alors l'adaptative, c'est celle qu'on utilise le moins puisque c'est la seule gouvernance qui est conscientisée. Les autres sont complètement inconscientes, voire parfois irrationnelles. Celle-là, c'est la seule qui est conscientisée et c'est la seule qui va pouvoir nous amener à avoir la meilleure solution lors de difficultés. C'est-à-dire qu'on va apporter de la créativité et l'objectif de l'adaptatif, c'est de nous apporter de la sérénité en tout événement. Nous, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la gouvernance grégaire. Alors, grégaire, pour vous expliquer brièvement, c'est quoi ? Lorsque nous sommes dans un groupe, forcément, nous prenons une place différente. Alors, on prend une place différente en fonction de quoi ? On prend des places différentes en fonction de 2 choses. La première chose, c'est les membres qui constituent le groupe. Deuxième chose, ça change aussi en fonction du sujet. Il est possible que je puisse être plus dominant sur un sujet et peut-être plus soumis sur un autre sujet. Je vais vous donner un exemple me concernant. L'ingénierie financière, je vais être plutôt suiveuse que plutôt leader. Voilà. Alors, comment se passe la survie collective ? Survie collective, il y a 2 axes. Vous avez un axe qui est la confiance en soi. Confiance en soi, donc grande confiance en soi ou pas du tout de confiance en soi. Et attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi dans la vie.
C'est vraiment lié au groupe. Est-ce que j'ai confiance en moi au sein du groupe ou est-ce que je n'ai pas confiance en moi au sein du groupe? Deuxième axe, ça va être la confiance en l'autre. Est-ce que j'ai confiance dans ce qui est en train de se dire? Est-ce que j'ai confiance dans le projet? Est-ce que j'ai confiance dans la dynamique qui est en train de se créer dans le groupe? Ou est-ce que j'ai pas du tout confiance en l'autre? J'ai pas confiance dans le projet? Et donc forcément là, on va se retrouver avec 4 profils et après on va détailler les profils, mais 4 grandes thématiques différentes. La première thématique que vous allez retrouver, forcément, si j'ai une grande confiance en moi dans le groupe, on va retrouver ce qu'on appelle les dominants. Les dominants, on va un peu hiérarchiser les dominants, ça va de 0 à 5. 5, sur chaque, axe, j'ai envie de vous dire, c'est, un peu complexe puisque naturellement, si nous étions tous au niveau 5, il y aurait naturellement du cannibalisme entre nous. Voilà. Nous, êtres humains, on va dire qu'on se situe plutôt dans le cercle entre 0, 2, voire 3, qui, nous permet justement de développer, cette fameuse assertivité, c'est-à-dire qu'on en a tous et il faut le savoir, hein, c'est vrai que quand on dit: «Non, moi je ne me sens pas assertif», on en a tous de l'assertivité, on va revenir sur ce que veut dire l'assertivité, mais si je suis en niveau 5, forcément j'aurai des comportements très, très déviants. Ensuite, on aura donc les soumises, pareil, hein, niveau 5, c'est aussi, un peu compliqué. Les intégrateurs et les marginaux. Donc, dans la dominance, je vais vous montrer un petit peu comment on peut échelonner la dominance. Il y a plusieurs étapes dans la dominance. Et encore une fois, attention, on est tous en capacité d'avoir chacun de ces profils en fonction du sujet ou en fonction des personnes qui constituent le groupe. Je vais vous donner un exemple. Il est possible, lorsque vous étiez enfant ou si vous avez des enfants, que lorsque nous allons à la réunion parents-prof et que le prof nous décrit notre gamin, on se dit c'est pas le mien. C'est normal, tout simplement, l'enfant s'est adapté à la survie collective et donc s'est adapté au groupe. Si je prends un exemple nous concernant, c'est la même chose. Il est possible que notre place change en fonction de nos groupes d'appartenance, en fonction de nos amis, hein. Un repas entre amis, forcément, on va pas avoir la même place, que, dans une réunion avec, 3, décideurs, par exemple, ou, dans une réunion avec un sujet que j'adore ou un sujet, dans lequel je suis absolument pas à l'aise. Donc, on est capable de tout prendre. C'est pour ça que, et ça, c'est extrêmement important de noter ce point, il n'y a pas de jugement à avoir. On peut prendre l'intégralité des places. Bon, je vais vous expliquer un petit peu rapidement la dominance. Donc, je vous l'ai dit, nous, on est plutôt au milieu. Lorsque nous montons dans la dominance, c'est là où les comportements peuvent devenir dangereux. Je vais vous donner un exemple sur le dominant. Le dominant, niveau 1, il y a de la séduction naturelle. Niveau 2, attention, on va monter et on va avoir tendance à se victimiser. Niveau 3, on monte et on va travailler sur de la fausse culpabilité. Niveau 4, on monte encore et là, on va travailler sur de l'humiliation, voire humiliation publique, provocation. Et attention, niveau 5, on monte et là, on retrouve de la perversion et de la cruauté. Et donc, vous allez pouvoir retrouver certains profils extrêmement compliqués, hein, qui font partie de 3% de la population. Un exemple simple, hein, pour vous montrer que même un enfant de 5 ans est capable de monter dans la dominance. Hein, si je suis un enfant et que mon parent et il faut que j'aille le voir et que je me positionne en dominante, niveau 1, si j'ai besoin, par exemple, d'argent pour aller au cinéma, niveau 1, ce serait de la séduction. Hein, mon petit papa chéri, mon papa incroyable, le meilleur papa du monde, est-ce que tu peux me donner 50 € pour que je puisse partir au cinéma, par exemple? Peut-être pas 5 ans, d'accord, je vais peut-être aller sur 12 ans. Puis, niveau 2, hein, parce que j'ai envie de cranter un petit peu, niveau 2, je vais me victimiser. C'est dégueulasse, toutes mes copines ont le droit à 50 €, moi, j'ai pas le droit à ça et c'est pas grave, je vais continuer à cranter.
Fausse culpabilité, tu es le pire père du monde. Pourquoi je suis tombée sur une famille comme ça? Et attention, niveau 4, niveau 5, c'est là où on appelle Super Nanny ou Pascal le grand frère en fonction de l'âge. On arrive dans de l'humiliation, de l'insulte et ensuite de la perversion et de la cruauté. Donc, on va voir un petit peu la dominance. Attention, on ne monte pas tous là-haut, mais on est tous capables de le faire. La dominance, la difficulté, forcément, vous l'aurez compris, je ne vais pas manager un groupe, un dominant et un soumis de la même manière. Donc, un dominant, l'objectif serait de le cadrer. Mais attention, si je rentre moi-même dans mes réactions instinctives, le risque serait de rentrer dans la confrontation et un dominant, plus vous lui donnez des billes, plus il a envie de vous dominer encore plus. Donc, on verra un petit peu les subtilités. Le soumis, bon, on va voir, c'est l'inverse. Si je crante un petit peu, le soumis a tendance de se faire à s'effacer, à approuver ce que vous dites, mais à approuver aussi ce que le groupe dit. Donc, on ne sait pas exactement ce que le soumis pense. On ne sait pas, on ne comprend pas trop sa responsabilité dans le groupe. Et ça peut être aussi extrêmement compliqué pour nous de se dire, est-ce qu'il suit, est-ce qu'il ne suit pas, qu'est-ce qu'il pense vraiment, voire est-ce qu'il ne va pas se faire écraser par les autres membres du groupe. D'accord? Bon, si je crante un petit peu en soumis et niveau 5, c'est pareil, c'est vraiment, on va dire, de l'ordre de la psychiatrie, ça devient un petit peu compliqué. Vous allez retrouver niveau 5 l'automutilation. Si je vais chez les soumis, vous pouvez retrouver notamment dans ces profils les kamikazes, les bombes humaines, c'est ce que vous retrouvez. Les profils intégrateurs, c'est pareil. Les intégrateurs, alors attention, eux, c'est super, ils ont confiance dans le projet, ils ont confiance en vous, c'est juste génial, ce sont nos alliés. Les intégrateurs, on va pouvoir cranter un petit peu pour que vous compreniez facilement. Niveau 1 des intégrateurs, ce sont des personnes qui sont naturellement sociables, naturellement dans l'écoute, naturellement dans la conciliation. Niveau 2, on va cranter un petit peu. Niveau 2, ce sont des personnes qui sentent les choses, c'est de l'intuition, je sens un petit peu comment le projet peut fonctionner. On va cranter, niveau 3, attention, on monte. Niveau 3, je me sens en connexion avec naturellement les gens, mais aussi avec la nature. Niveau 4, on va cranter, je suis en connexion avec l'au-delà. Et attention, niveau 5, ça veut dire j'ai compris. J'ai compris la vie, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Et donc, forcément, niveau 5, vous retrouvez aussi des profils qui sont plus complexes et qui font aussi partie des 3% de la population. Vous allez retrouver les chefs de secte et les gourous. Très dangereux puisque finalement, ce que vous retrouvez là-bas, c'est pas eux qui vont chercher les gens, c'est les gens qui viennent à eux parce qu'ils ont compris. Ils ont une influence naturelle sur le groupe parce qu'ils croient en ce qu'ils prônent. Donc, on va voir un petit peu aussi comment les gérer parce que oui, c'est génial d'avoir des alliés et des créatifs, des coopératifs conciliants. Et pour autant, il peut aussi y avoir des risques dans un groupe. Et on va passer de l'autre côté, les marginaux. Bien souvent, c'est ceux que nous adorons aussi en réunion. Les marginaux, donc pas du tout de confiance dans le projet, pas du tout de confiance dans ce qui est en train de se passer, pas confiance dans le reste du groupe. Et donc, forcément, les marginaux vont avoir des comportements de contradiction, de méfiance, de scepticisme. Ils vont se poser beaucoup de questions, voire des questions qui vont nous mettre en difficulté. Bien souvent, au-delà des questions, ce sera des arguments de contradiction qui nous mettront en difficulté. Si je crante aussi, on va y aller sur les marginaux, on est tous capables aussi d'être marginal à notre niveau sur un sujet parce qu'on n'y croit pas. Niveau 5, pareil, 3% de la population, vous allez retrouver la paranoïa. Voilà. Donc, les extrêmes font partie de 3% de la population. C'est assez rare de manager ce genre de profil. Pour autant, des comportements sont possibles dans chaque axe.
Nous, de ce fait, l'intérêt, c'est de comprendre notre réaction, de comprendre la manière dont nous devons interagir avec l'intégralité des profils. Alors attention, ce qui est compliqué, c'est que moi, forcément, lorsque je suis en difficulté, forcément, je vais avoir des réactions instinctives. Réactions instinctives, je vous l'ai dit, lorsque je vais vous prendre un exemple, hein, lorsque, je suis une souris et que j'ai un chat en face de moi, bah, j'ai 3 réactions instinctives possibles. Soit je fuis, soit je lutte, soit je suis dans l'inhibition, c'est-à-dire je fais le mort. Nous, êtres humains, pardon, on a les mêmes capacités face à une difficulté parce que le cerveau, aussi bien constitué soit-il, ne fait pas la différence entre gros stress et petit stress finalement. Donc, lorsque je me sens en difficulté, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient me faire une remarque en pleine réunion, eh bien mon cerveau se dit: «Attention, danger». Parce qu'il est en train de vivre une agression. Un jugement, il faut le savoir, pour le cerveau, il considère que c'est une agression. Et comme c'est une agression, eh bien, il a 3 réactions possibles. Soit nous fuyons, soit nous luttons, soit, bah, on fait le mort, sur la remarque qui a été faite. L'objectif pour nous, beh, c'est de développer notre assertivité. L'assertivité, elle n'est pas innée. J'ai jamais, vu un bout de chou naître en se disant: «Moi, plus tard, je serai assertif». C'est assez rare. Ça se travaille. Ça se travaille par notamment des techniques et c'est justement l'exercice que je vais vous proposer juste après. Heu, plus, je développe des stratégies de réponse parce que du management, c'est aussi de la stratégie, plus je vais gagner en posture. L'assertivité, c'est quoi? C'est s'affirmer sans empiéter sur le droit des autres. Donc vous imaginez la complexité de gérer un groupe. Alors la fuite, bien souvent, on peut aussi, mettre en place dans la fuite des techniques de manipulation, c'est-à-dire de se déresponsabiliser des choses, d'éviter les échanges ou de contourner les sujets sans répondre à la question. Là, je vais être plutôt dans la fuite ou dans la manipulation. La lutte, forcément, en fonction de qui nous sommes, il est possible que nous développions aussi des réponses de confrontation, d'agressivité, voire des réponses assez incisives qui peut, de ce fait aussi, ralentir les échanges, voire, mettre, une ambiance un peu de défiance, au sein de la réunion. L'inhibition, bah, là, c'est un blocage complet émotionnel où, on se sent en retrait. On est là, mais on n'est pas là. Si je prends des profs, hein, profs, 3 réactions possibles face au stress et on sait à quel point ce métier est difficile. Vous avez des profs qui ont tendance à fuir, c'est-à-dire que face à une difficulté, je ne sais pas quoi faire et je me dis que allez, un exemple, je vais aller chercher le directeur parce que je me sens submergée. La lutte, eh beh, je rentre naturellement en confrontation et l'inhibition, eh bien, je subis complètement tout ce qui est en train de se passer dans la classe. Ce qui est difficile. Donc pour nous, en réunion, c'est la même chose. Ce qui est déjà intéressant, c'est de se dire, beh, quelle est ma réaction instinctive à moi? Micro-comportement des réactions instinctives, la fuite, la manipulation. Ce qu'on peut voir chez nous, c'est qu'on a tendance à être très stressé, on a tendance à bouger, on a tendance à parler vite, on a tendance à se cacher, c'est complètement inconscient, mais si vous vous voyez caché derrière votre chaise, en tenant votre chaise, c'est des techniques de fuite. La lutte, à l'inverse, alors là, c'est regard frontal. J'ai envie d'en découdre. Je lâche pas du regard la personne et puis c'est parti et j'argumente, j'argumente, j'argumente. Et là, vous êtes dans un jeu de ping-pong qui peut être juste, très compliqué pour nous et pour l'autre. Et l'inhibition, eh bien là, c'est, je subis. Alors les micro-comportements, plutôt lasse, j'attends un peu que ça se passe, le regard est un peu perdu dans le vide. Voilà. Alors, nous, notre but, c'est de développer notre assertivité et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de la développer au sein du groupe. Alors, je vous ai fait, tous les personnalités finalement qu'on pourrait retrouver, sur, chaque profil. Les dominants, c'est les comportements qui pourraient nous mettre en difficulté. Donc attention, encore une fois, on a tous été dans ces rôles que je vais vous présenter.
hein, c'est vraiment important de le dire. Il n'y a pas du tout de jugement à avoir, et même si dans notre tête, forcément, on va réfléchir aux personnes qui ont potentiellement pu nous mettre en difficulté. Chez les dominants, vous allez retrouver des profils différents. Vous allez retrouver le leader charismatique. Le leader charismatique, lui, a tendance à prendre le contrôle, même inconsciemment, mais il a tendance à le prendre. Il va écraser les opinions des autres et il peut prendre des décisions de par l'émotion. Il est beaucoup plus dans l'émotion. Le leader charismatique, ce sont les risques. Attention, il y a des opportunités, hein, mais les risques sont ceux-là. Vous avez aussi le pointilleux dans votre réunion. Le pointilleux, c'est celui qui peut vous demander, attention, page 4, slide 72, le chiffre n'est pas bon, on n'est pas à 12,5, on est à 12. Voilà, alors, ce sont des remarques. Pourquoi je le mets dans les dominants? Parce qu'il ose s'exprimer dans le groupe. Forcément, ça nous met en difficulté. Le risque, c'est que ça va ralentir le rythme et ça peut forcément nous déstabiliser parce que ça nous sort de l'objectif que nous nous sommes fixés lors de notre réunion. Vous allez ensuite avoir le profil que vous pouvez adorer aussi en réunion, c'est l'expert autoproclamé. Attention, j'ai mis auto entre parenthèses, dans le sens où c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir montrer qu'il sait. Il sait, il a déjà vu, il sait exactement ce que vous allez dire parce qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà expérimenté, il sait que ça ne marchera pas, ou alors il a déjà des idées pour vous dire, voilà, moi j'ai déjà travaillé là-dessus et je sais exactement comment on peut avancer sur le sujet. Bon, son risque à lui, c'est qu'il a tendance à monopoliser la parole, à remettre en question votre légitimité, et parfois avoir des fausses expertises, mais qui risquent quand même d'influencer le groupe. Vous avez ensuite le décideur pressé. Alors, le décideur pressé, c'est celui qui a envie d'aller vite parce qu'il a d'autres choses aussi à faire. Il n'a pas envie de tourner autour du pot. Donc, il a tendance à montrer son lead lors d'une réunion pour trancher assez rapidement, ce qui peut aussi nous déstabiliser. Et ensuite, vous avez ce que j'appelle le dominant multitâche. Alors lui, c'est aussi ce que j'appelle un zapper fou. C'est il vous écoute, mais attention, il a d'autres priorités. Il peut faire plein de choses en même temps. Commencer à traiter ses mails, décrocher au téléphone en disant qu'il vous écoute et que vous pouvez continuer. Bref, il est partout en même temps. C'est extrêmement déstabilisant parce que forcément, il va perturber le rythme. Mais en plus de ça, nous, on devient déstabilisé puisqu'il est en train de vous montrer, c'est inconscient, hein, mais il est en train de vous montrer que vous n'êtes pas une priorité. Donc, comment on gère ça? Et encore une fois, attention, nous le faisons. Alors moi, j'ai 2 enfants. Je sais que parfois, j'ai tendance à être une dominante multitâche. J'ai un de mes enfants qui vient me parler de quelque chose. Je suis avec mon téléphone et je lui dis: «Vas-y, tu peux y aller, je t'écoute». Je deviens une dominante multitâche. Je suis en train de montrer à mon enfant qu'il n'est pas ma priorité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul en se disant: «Je suis capable d'avoir ce profil-là en réunion». Après les dominants, vous avez les marginaux. Les marginaux, alors attention, on va rentrer dans quelque chose qui est très sympa aussi en réunion. Vous allez avoir ce que j'appelle les sceptiques. Les sceptiques ont tendance à vous dire que de toute façon, ça ne marchera pas, que vous êtes sûr, hein. Donc, il aura tendance à mettre du doute, de la méfiance dans votre groupe et donc il va aussi affaiblir votre légitimité. Le contradicteur, alors là, c'est le fameux «oui, mais». Je pense qu'on en a tous aussi dans nos têtes, hein, le «oui, mais». Et donc non-stop, c'est une sorte de confrontation avec vous pour vous montrer que votre projet ne fonctionne pas. Bien souvent, ça reste inconscient. Ce n'est pas une déstabilisation consciente, mais l'objectif, c'est quand même de vous tester, d'observer, de montrer que votre projet, il n'est peut-être pas complètement abouti. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont été déçues. Alors, ça peut être sur un projet, ça peut être sur la constitution du groupe, mais ils sont déçus et ils ont envie de montrer que votre truc ne fonctionnera pas.
Vous avez ensuite, attention, un magnifique profil qui est le lanceur d'alerte. Alors celui-là, il va lancer une bombe en pleine réunion. Vous savez, c'est celui qui peut dire en pleine réunion, moi j'ai entendu dire que 50% des effectifs allaient être licenciés d'ici 6 mois. Ou j'ai entendu dire que l'activité fonctionnait très mal. Voilà. Bon, bref, il lance une bombe. Grosse difficulté, c'est que le lanceur d'alerte va vous déstabiliser aussi, puisque les autres parties prenantes vont davantage écouter le lanceur d'alerte que vous. Dans le même type, vous avez les commères. Commères, bon, celui qui a tendance à aller chercher encore plus le sujet pour creuser, balancer bien souvent des informations contraignantes ou des informations qui sont pas qui sont fausses ou qui sont à moitié vraies. Bon, ceux-là, c'est pareil, ils vont avoir des informations qui seront détournées. Ça va nuire parce qu'il y aura de la rumeur et donc de ce fait, l'attention, vous l'aurez non plus pas pleinement. Et enfin, vous avez votre profil que vous adorez également, enfin que nous adorons, c'est le je m'en fous. Je m'en fous, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, c'est pas mon sujet. Alors cela, c'est aussi bon, comment je gère ces profils-là en pleine réunion. Le risque, c'est si je n'interagis pas avec un je m'en fous en pleine réunion, ça veut dire que ce comportement-là est possible. Un exemple, si je ne cadre pas une personne qui a tendance à prendre son téléphone ou à faire ce qu'il a envie de faire ou arriver en retard parce qu'il n'en a rien à faire, ça veut dire que derrière, les autres membres verront, et notamment vos passifs dans votre réunion, verront que c'est un comportement apparemment qui est possible dans votre gestion de la survie collective. Donc là, l'objectif, alors autant avec les dominants, l'objectif, c'est de cadrer la dominance sans rentrer dans la confrontation. L'objectif avec les marginaux, ce sera de faciliter la compréhension en posant un cadre clair. Donc, c'est comment je comprends ce qu'ils disent, mais très rapidement ramener les choses vers l'objectif de ma réunion. Vous allez ensuite avoir les profils, donc les soumis. Alors, les soumis, c'est plus complexe et bien souvent, on a tendance à minimiser un petit peu leur rôle dans la réunion. Les soumis, on ne les voit pas. Et d'ailleurs, si nous réfléchissons à nos réunions, on va plus se concentrer sur les personnes qui ont tendance à soit à déstabiliser, soit à montrer, à prendre le lead, ou ceux qui ont tendance aussi à être très coopératifs, mais les soumis, on ne les voit pas. Grosse difficulté des soumis, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et ils peuvent très rapidement être pris dans des jeux qu'on ne maîtrise pas, puisque c'est vrai que je ne vous ai pas donné cette information-là. Les dominants, c'est inconscient, ont tendance à aller chercher les soumis pour avoir encore plus d'impact sur leurs décisions. Donc, c'est pour ça que tous vos acteurs sont extrêmement importants en réunion. Les soumis, vous allez avoir l'observateur. Lui, il ne prend pas trop la parole, voire il ne la prend pas. Il vous observe, il n'exprime jamais son désaccord. Gros risque. Qu'est-ce qu'il pense? On ne sait pas. Le timide, alors lui, il prend un peu moins la parole. Quand il la prend, c'est très timoré. Il aura tendance à dire, un exemple, hein, je me plante peut-être, hein, mais donc il interagit avec vous, mais on sent qu'il n'est pas du tout à l'aise lorsqu'il le fait. Et enfin, vous avez le dernier profil qui est l'approbateur. Alors l'approbateur, c'est celui qui dit oui, mais en micro-comportement. Il vous dit oui. Donc ça, c'est super. On se dit, bon, il a l'air content, il a l'air à fond. Sauf que, attention, si vous avez un dominant dans votre réunion qui sort quelque chose, soyez vigilant, regardez un petit peu les enjeux qui sont en train de se passer dans votre réunion. Votre approbateur va tourner la tête et va dire oui au dominant. Donc là, on se dit, mais finalement, il pense quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est en phase avec moi? Et est-ce qu'il va vraiment s'engager dans le projet? Donc là, notre objectif à nous, c'est d'engager en douceur et faire gagner de l'autonomie à l'autre. Et enfin, vous avez nos profils, on va dire, favoris en réunion, et heureusement qu'on les a, sont les intégrateurs. Les intégrateurs sont ceux qui sont à fond avec vous. Parfois trop à fond, hein, parce qu'ils ont des tendances pour certains, à aller dans une créativité juste débordante.
Et le risque, c'est aussi de perdre l'objectif de votre réunion. Vous avez vos alliés, ils vous défendent quoi qu'il arrive. La difficulté, c'est qu'il peut imiter votre discours et de ce fait créer des tensions au sein de votre groupe. Vous avez le coopératif engagé, alors lui, il est à fond, il y croit totalement. Alors lui, il a tendance à se surinvestir par rapport aux autres membres du groupe. Donc, c'est chouette, il faut s'appuyer sur ces parties prenantes-là. Mais attention, parce qu'il est tellement là-dedans qu'il a tendance à parler en premier, puisque lui, il a tendance à vous apporter des solutions. Et le dernier, vous avez le créatif rêveur. Alors moi, je l'aime bien, il me fait marrer, mais à côté de ça, il peut avoir des idées un peu saugrenues. C'est celui qui a tendance à s'éloigner du sujet, tellement il est engagé, tellement il croit en ce que vous êtes en train de dire, qu'alors là, c'est celui qui a 1000 idées à la seconde. On pourrait faire ça. D'ailleurs, j'ai pensé à ça cette nuit. On pourrait démarrer cette animation-là. Et hop, c'est parti, c'est parti. Donc là, notre objectif à nous, c'est de soutenir leur engagement. Mais attention, il va falloir canaliser leur énergie. Bon, je vous explique rapidement ce qu'il ne faut pas faire, mais ça, vous l'aurez. C'est le confronter. Forcément, les dominants, il ne faut pas les confronter, il ne faut pas les ignorer. S'aider systématiquement, parce que sinon, vous allez perdre aussi, vous, en légitimité, ou lui couper la parole brutalement. L'intégrateur, le brusquer, compliqué. Couper ses idées trop tôt, lui demander des réponses immédiates, c'est aussi difficile. L'intégrateur, il faut bien s'imaginer que l'objectif, c'est pas qu'il mette sa créativité au service d'un contre-projet. Il est très facile pour l'intégrateur de passer en marginal si on le coupe, si on le bloque dans ses idées. Le soumis, l'ignorer, ne pas le voir, ou interpréter son silence comme un accord. Et enfin, les marginaux, le contredire, le ridiculiser. Attention, c'est hyper dangereux, mais je pense qu'on le sait, mais parfois, c'est tellement usant qu'on a tendance aussi à mettre en place des mauvaises stratégies et entrer dans un rapport de force, surtout le jeu ping-pong à éviter. Alors, technique de répartie, on va y venir. Technique de répartie, il y en a plusieurs. Je vais vous les citer. Vous allez me dire, selon vous, quelle technique de répartie pour quel profil? Dominant, soumis, intégrateur, marginal. Vous avez d'abord la reformulation mot noir en mot moteur. Mot noir en mot moteur, par exemple, c'est quelqu'un qui va vous dire, ouais, mais de toute façon, je sais pas, ça va être un problème. Là, naturellement, notre discours va se changer en disant, mais moi, le projet est justement une opportunité pour avancer. Je vais vous donner toute une checklist de mots noirs à transposer en mots moteurs. Ça, c'est la première technique. Mais bon, celle-là, je vous le dis, elle va pour tout profil. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui a tendance à utiliser un mot compliqué et contre votre projet, c'est comment transposer son mot en mot moteur. Vous avez ensuite la technique block and bridge. Technique block and bridge, c'est comment réussir à d'abord, le bloc, c'est reconnaître sans entrer dans le débat. Je vais vous donner un exemple. De toute façon, le projet n'a jamais fonctionné. Le bloc serait de dire, je vous remercie de votre expérience et de nous donner votre expérience passée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je reconnais ou je comprends que vous soyez inquiet par rapport à ce projet. Et ensuite, je vais être sur le bridge qui va être de rediriger vers l'objectif ou le sujet central. Et c'est pour ça que nous faisons cette réunion aujourd'hui, parce que nous avons pris des apprentissages de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer sur ce point-là, ce point-là, ce point-là. Là, c'est la technique block and bridge. Technique drapeau, technique drapeau, c'est de recentrer sur l'information clé. OK ? L'information clé, ça pourrait être ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Si quelqu'un, je ne sais pas, vous dit oui, mais de toute façon, on n'a pas le temps de gérer ça, est-ce que vous pouvez aller rapidement au sujet parce qu'on n'a pas le temps? D'accord ? Remarque d'un dominant. Là, la technique drapeau serait de dire ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Les 3 notions essentielles, c'est la raison pour laquelle nous allons aller sur ces 3 données essentielles. C'est-à-dire que là, la technique drapeau, c'est de recentrer sur mon message clé.
Et ensuite, on a le recentrage valorisant. Recentrage valorisant, c'est une technique qui va nous permettre de valoriser ce que la personne dit sans le couper, d'accord? Mais pour aller plus rapidement aussi sur notre sujet, mais on va le valoriser, d'accord? Alors, à votre avis, je ne sais pas si Eva, est-ce qu'on peut faire quelques questions maintenant ou plutôt à la fin? Comme tu veux. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Oui, non, plus sur les techniques. Oui, vas-y. Ouais. Alors, à votre avis, la technique, allez, on va dire technique drapeau, ce serait plutôt pour qui? Si je recentre sur mes messages clés, dominant, soumis, intégrateur ou marginal? Marginaux pour Vivien. Ah, mais je veux que je mette question. Ouais. Il y a un petit peu de tout. Moi, Moi, j'aurais dit intégrateur, il y a du dominant, il y a du intégrateur, marginal, et Loïc dit tout sauf soumis. OK. Alors, hyper intéressant. Là, la technique drapeau, votre objectif, c'est de garder la main. Donc, si votre objectif, c'est de garder la main, la technique drapeau va recentrer très rapidement. Donc, si je vous dis, ça permet de recentrer très rapidement sur votre sujet, ça pourrait être pour qui? Vous allez être davantage sur le profil des dominants. Pourquoi? Parce que le dominant aura tendance à vouloir vous déstabiliser. Pour garder la main en assertivité, la technique drapeau va vous permettre de recentrer très concrètement sur les points essentiels que vous devez retenir. C'est, d'accord? On va en faire, hein. Après on va jouer, vous allez voir un petit peu les différentes techniques. Le block and bridge, bien souvent, c'est utilisé pour les marginaux. Pourquoi? Lorsque quelqu'un me dit de toute façon, le projet ne marchera pas, on l'a déjà fait, ça n'a jamais marché. Hein. Là, je vais pouvoir reconnaître, surtout ne pas rentrer dans le jeu ping-pong de non mais attendez, là on est en réunion et c'est pour ça qu'on l'a fait. Okay, là, c'est écoutez, je comprends votre inquiétude et je comprends et on va s'appuyer sur votre expérience passée. Et à aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette réunion pour pouvoir avancer sur ce point. Surtout, surtout, surtout avec les marginaux, finalement, ils s'attendent, lorsqu'ils vont vous balancer ça en réunion, à ce que vous contre-attaquiez. La meilleure contre-attaque, c'est de valider ce que la personne est en train de dire. Donc, c'est de reconnaître ce qu'elle dit pour ensuite très subtilement rediriger vers l'objectif ou votre sujet central. Donc, pour tout ce qui va être méfiant, marginaux, sceptiques, lanceurs d'alerte, cette technique marche extrêmement bien. Le recentrage valorisant, c'est pour vos intégrateurs. Les intégrateurs, forcément, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'un sujet. Je vous dis, voilà, j'aimerais qu'on avance un petit peu sur ce chiffre-là. Est-ce que vous avez des idées d'animation pour challenger un petit peu vos équipes? Et j'ai un creative rêveur qui me dit, oui, ça serait génial. D'ailleurs, j'ai une super idée. J'ai vu qu'il y avait de la place dans les couloirs. On pourrait lancer un karting et ça pourrait être bien parce que ça crée de la cohésion, c'est fédérateur, etc. Bon, voilà. Là, je pars très loin, hein. Mais c'est une idée. Là, compliqué, il est à fond avec nous. Si je lui dis, écoute, c'est bien, hein, mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des idées qui soient concrètes et opérationnelles sur le terrain. Le gros risque avec vos intégrateurs, c'est qu'ils mettent tout leur aspect créatif au service d'un projet auquel ils peuvent être engagés dedans. Donc, le gros risque, c'est qu'ils passent de l'autre côté de la force et qu'ils rejoignent vos marginaux. Donc, cela, le recentrage valorisant est exceptionnellement important. C'est de remercier la personne. C'est de lui dire qu'elle a des super idées, c'est de dire que la personne a des idées novatrices, qu'elle est à fond sur le projet. Et à aujourd'hui, c'est de dire, moi, ce que je te propose, c'est de prioriser, puisque je vois que tu m'en apportes 3, par exemple. Tu prends une idée et ce que j'aimerais, c'est que tu réfléchisses à la faisabilité du projet concret, d'accord, le coût, l'organisation, la méthodologie pour y arriver, le temps, les parties prenantes, dimensionner un petit peu les choses et on se voit la semaine prochaine, on en discute ensemble. À quoi ça sert de faire ça? Ben, ça sert à une chose, c'est que finalement, lorsque la personne va se pencher sur son sujet,
Alors, soit elle va lâcher son idée parce qu'elle va se dire, en fait, non, ça ne marche pas. Soit elle va aller jusqu'au bout d'une idée et elle va ensuite vous la soumettre. Mais elle va se rendre compte d'elle-même que les idées qui sont hors cadre ou hors champ ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas vous qui allez lui dire. Il va s'en rendre compte naturellement tout seul. Ce sont des techniques, attention, que nous allons utiliser, qui n'est pas de la répartie individuelle. Hein, d'accord ? La répartie individuelle, on pourrait en parler sur aussi un autre Pit-Up si vous voulez, mais ce n'est pas du tout la même chose. Répartie individuelle, je peux utiliser l'humour, je peux utiliser des techniques qui vont me permettre aussi de rebondir subtilement pour montrer que mon projet est OK. Là, ce n'est pas le sujet parce que mon but à moi, c'est justement de garder mon assertivité au sein du groupe. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, alors les mots moteurs, ils sont universellement utiles. Le block and bridge, c'est vital face aux opposants, aux méfiants, aux sceptiques, aux lanceurs d'alerte et aux commères. Et la technique drapeau, elle est efficace face aux fortes influences ou aux faibles attentions. Mais attention à manier subtilement. On va voir la technique drapeau pour les soumis. Ça ne va pas être exactement la même, mais ça va être intéressant parce que ça va ouvrir au questionnement. Alors, mot noir, je pense qu'après, vous aurez la possibilité de récupérer le slide ou pas, je ne sais pas. Oui, si tu me l'envoies, je pourrais le transférer, bien sûr. Alors, je vous ai donné des exemples de mots noirs à comment je les transpose en mots moteurs. C'est un travail, ça se travaille beaucoup pour que ça rentre en automatisme. Ce n'est pas si évident que ça. Petite information, pour qu'une info rentre en automatisme, il faut la répéter au moins 21 fois. Donc, c'est ultra long. Et donc, la répartie, naturellement, ça s'apprend et ça se travaille. Mots noirs, donc vous en avez quelques-uns. On n'a pas les moyens, on va prioriser ce qui est essentiel. C'est la galère, c'est une zone de progression. Travaillez vraiment là-dessus pour apporter plus d'action à votre discours. L'objectif, c'est de rester en action. Technique block and bridge, je vous en ai fait un exemple, question pour notamment un méfiant ou un contradicteur. Vous dites que c'est une opportunité, mais est-ce qu'on n'est pas en train de répéter les mêmes erreurs que le projet précédent? Technique block and bridge, donc je bloque en acceptant la remarque, d'accord? C'est une remarque tout à fait légitime, bloc. Et justement, cette nouvelle approche a été pensée pour intégrer les leçons du passé. D'accord? Donc, je bloque et ensuite, je recentre vers mon projet. Franchement, ce plan ne me paraît pas abouti. On a déjà essayé quelque chose de similaire et ça n'a pas marché. Bloc, c'est vrai que tu soulèves un point de vigilance important et je comprends ton inquiétude. Là, j'ai bloqué. Et ensuite, est-ce que l'on propose ici intègre des ajustements pour éviter les échecs passés? Regardons ensemble ce qui change. Bien souvent, avec les méfiants, on a tendance à être uniquement dans le bridge. Si vous ne faites pas le bloc avant, la personne sera encore en confrontation face à vous. Technique drapeau. Allez, là, forcément, je vous ai pris des remarques de dominants. Intervention. On coupe court et on décide, j'ai une autre réunion dans 15 minutes. Là, vous l'aurez compris, j'ai pris une remarque d'un décideur pressé. La réponse, attention, c'est un moment clé. Si on décide trop vite, on risque de passer à côté d'un impact majeur. 2 minutes de plus ici peuvent en faire gagner 10 demain. C'est-à-dire que là, il faut que je cadre sur le point extrêmement important de ma réunion. Je vous ai pris une remarque d'un pointilleux. Il manque une virgule dans le tableau 3 et le chiffre de la 4e colonne est à vérifier. Ce qui compte vraiment, donc encore une fois, technique drapeau, là, il faut que je cadre avec les dominants. Ce qui compte vraiment, c'est la tendance globale. Nous ferons la relecture précise avant la validation de l'orientation. Le dominant, plus vous allez apporter de la justification et si vous dites « Ah bah oui, je suis désolée, c'est vrai, il va falloir que je change », il a gagné. Et naturellement, il aura tendance à vouloir se positionner en plus sachant que vous. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas négliger, ok, vous allez pouvoir faire une relecture après, mais pour le moment, ce qui compte vraiment, c'est la tendance globale. Donc, ne pas vous soumettre finalement à la dominance. Et ça, il n'y a pas un risque qui se braque? Alors, dans le groupe, c'est toujours de se dire quel est mon bénéfice-risque.
Dans un groupe, le risque, oui, serait qu'il puisse tenter de vous redéstabiliser derrière avec d'autres questions. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir dire, écoute, merci. Et ce qui compte aussi vraiment maintenant, aujourd'hui, c'est la tendance globale. J'ai un timing à mener. Mais par contre, effectivement, on pourra revoir la relecture par la suite pour valider le projet d'orientation. Par contre, le gros risque, si je ne cadre pas cette dominance, serait que derrière, ils vous mettent encore plus en difficulté face au groupe parce que il vous a testé. Et si vous ne rebondissez pas comme ça, eh ben, c'est possible. Et les autres, naturellement, à vos soumis, auront tendance à suivre le leader. Ok. Bon, alors, pareil, je vous ai mis quelques remarques, quelques, on va dire, suggestions de phrases qui fonctionnent bien. Et après, on va pouvoir jouer ensemble, si ça vous dit, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, technique drapeau, je vais prendre un moment pour poser un repère fort. Je mets en lumière ce passage et structure toute la suite. Voilà, vous avez des techniques un peu différentes. Pour les soumis, c'est intéressant aussi, la technique drapeau, pour aller ensuite vers le questionnement. Technique drapeau, c'est quand quelqu'un botte en touche en disant, par exemple, moi, je ne sais pas, je suis l'avis du groupe ou je pense comme lui. Vous savez, quand vous faites un tour de table et le mot, il a déjà été dit, je pense exactement comme la personne. Là, c'est important aussi de faire la technique drapeau parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Donc, ce que tu as à dire peut sembler simple, mais ça peut tout changer. Je veux souligner que chaque avis ici a la même valeur. Je plante un drapeau, chacun a sa place sans hiérarchie. Ce moment est fait pour entendre des voix qu'on entend peu et c'est une richesse, pour seulement ensuite aller dans le questionnement. Alors, est-ce que tu vois un point amélioré, même petit? Si tu devais nuancer un peu, tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a une idée qui t'a parlé particulièrement? Même si ce n'est pas encore clair, tu peux nous dire ce que tu ressens. Ou l'observateur suiveur, de ton point de vue, on oublie quelque chose et toi, tu ferais comment à notre place? Voilà, c'est des exemples de questions, mais si vous avez envie d'en avoir plus, j'ai un truc complet avec plein de questions pour pouvoir développer finalement l'autonomie du soumis au sein de votre collectif. Les intégrateurs, on va y aller. Alors là, on va travailler sur le recentrage valorisant. C'est une idée originale. Quelle serait la première action concrète qu'on pourrait en tirer? D'accord? Donc, pareil, je ne le bride pas. Souvent, quand on est en réunion, on a tendance à dire tout de suite, bon, écoute, ce n'est pas l'objet de la réunion. Alors qu'il y a de l'idée. Même si ça nous paraît complètement déconnecté de notre réunion, dites-vous que votre enjeu, votre objectif en réunion, c'est l'adhésion de vos parties prenantes. Finalement, on est trop concentré sur « il faut que je termine ma réunion, il faut que j'arrive à donner toutes les informations », ce n'est pas votre objectif premier. Votre objectif premier, c'est de réussir à avoir l'adhésion de l'ensemble. Donc, le recentrage valorisant est extrêmement intéressant. Ta posture est très fédératrice. Pour avancer, peux-tu me dire ce qui te semble prioritaire? Ta volonté de concilier est importante. Et là, il va falloir qu'on tranche. Est-ce que tu peux m'en dire plus? D'accord? Les marginaux, alors là, block and bridge, ta prudence est utile, bloc, et on a justement prévu un temps pour baliser les risques après cette étape. Tu as raison de pointer ce risque, et c'est justement pour ça qu'on avance étape par étape. Je comprends ce ressenti et cette réunion est justement faite pour construire ensemble les prochaines étapes. Ton recul est utile, d'accord? Donc, il faut toujours bloquer seulement pour ensuite recentrer sur votre projet.